Molobé. Mon village était en train de mourir. À partir de quelle date notre pays s'appelle Cameroun? 1884, à la conférence de Berlin. Le village a retrouvé une vie dans la population. C'est de nous dire un mot sur Débali. Au sujet de la guerre qui a prévalu entre les Malimba et les Anima. Donc je voulais savoir en clair s'il y avait eu avant un gouvernement, bon, quelqu'un qui représentait ce qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui. Mais non, c'était pas possible. Êtes-vous disposé, en dépit de toutes les frustrations, à continuer la bataille jusqu'à passer le relais? Ninde muna douala, na toko pende douala, dipende o douala, mioba isemba miuti na douala. Diese Zeit, 1884, das ist die deutsche Zeit. Und wenn Sie kein Deutsch können, dann können Sie einfach aufgeben. Sie können nicht sagen, dass Sie diese Geschichte schreiben wollen mit Englisch und mit Französisch. To write Cameroonian history, if you only can speak English or French, that is quite impossible. Because the documents from 1884 to 1919 are in the German language. And the documents before that or during that time are in Cameroonian language. But if you don't speak your own language, how do you want to know your history? Le débat actuel, c'est les festivités autour de Dikampolo, où il est écrit partout, et vous les médias, c'est ce que vous diffusez, que le roi Dikampolo était le signataire plénipotentiaire du Cameroun pour ce traité-là vis-à-vis du Reich allemand, comme on disait à l'époque. Ici, à Bonavero, il y a une école doctorale que j'ai créée en février 2016, qui s'appelle Héritage et Innovation. C'est-à-dire que nous prenons les meilleurs de toutes les universités, ils viennent ici pour préparer leur thèse. Chacun est dans son université, que ce soit Yaoundé 1, Yaoundé 2, Tchang, etc. Mais dans sa discipline, nous l'introduisons dans les sources africaines du savoir dans sa discipline. Parce que l'université camerounaise ne nous donne pas cette occasion. Je vous donne un exemple. Un économiste qui vient ici, par exemple, pour faire son doctorat, il va découvrir brusquement que la monnaie n'a pas commencé avec le Reichsmark allemand ou bien le CFA des colonies françaises d'Afrique, mais que l'unité monétaire qui était ici s'appelait le krou. Et qu'un krou camerounais en 1884 valait 20 marques Reichsmark, c'est-à-dire un krou camerounais 20 marques, c'est-à-dire c'est comme si vous disiez aujourd'hui un de vos francs 20 euros. C'était ça la parité en 1884. Il n'apprendra jamais ça à l'université camerounaise. Quand il vient ici pour préparer sa thèse, il apprend ce genre de choses. Enfin, pas verbalement, on lui donne les documents. Un autre exemple, nous avons des juristes ici qui préparent leur thèse, ici. Ce sont les juristes de Yaoundé 2, SOA. Ils sont ici assis à la fondation, ici à Bonavero. Ici, on leur apprend dès qu'ils viennent, par exemple, que ben, vous apprenez les constitutions des Français, des Allemands. Mais, est-ce que vous savez qu'il y avait une constitution qu'on appelle la charte de Kourougan-Fouga de 1236, quand les Européens n'avaient pas encore de constitution. Et on lui donne la constitution, on lui donne le document. Bon, c'est des petits exemples pour montrer ce que nous faisons ici à l'école doctorale. Nous l'accompagnons donc pendant 2 ans et on essaie de leur donner aussi une bourse pour qu'ils puissent être un peu libérés des contraintes matérielles, pour qu'ils puissent faire leur bourse et en contact avec leur professeur qui est assis dans leur université. Bon, voilà donc très rapidement ce pourquoi vous avez ici cette bibliothèque chez Anta Diop, et les documents que vous avez ici, vous ne les trouverez pas dans les bibliothèques universitaires parce que
Nous avons les documents sur le Cameroun ici de 1850 jusqu'à nos jours, y compris les 2 guerres mondiales. Mais des documents authentiques. Donc je vais très rapidement, disons que c'est ce qui a déclenché tout ça, c'est ces festivités et aussi le film Our Wishes. Bon, c'est là où j'ai compris que la coupe était pleine et qu'il fallait quand même se lever pour dire allez, stop. Et je le dis en tant que professeur des universités, puisque j'ai commencé à enseigner à l'université de Lyon 2. Je suis parti de Lyon 2 pour venir en Guayaquil en 1979. J'ai ouvert le département d'études germaniques là-bas en 1979. Après, je suis allé à Berlin où j'ai fait mon habilitation et j'ai occupé la chaire de politique africaine pendant 10 ans à l'université de Berlin. C'est pour ça que, bon, même si je me tais, il y a des moments où, en tant qu'homme de science, il faut dire au plat qu'est-ce qui est en train de se passer. Surtout que les médias, n'est-ce pas, se sont emparés de cette question et vraiment on raconte des choses très graves qui ne sont pas exactes. Bon, alors commençons donc par Germano Douala. Je ne connais pas ça. Je fais ce travail. Le premier livre que j'ai écrit sur le Reich allemand au Cameroun, c'est celui-ci. Das Deutsche Kaiserreich in Kamerun, wie Deutschland in Kamerun seine Kolonialmacht aufbauen konnte, 1840 bis 1917. C'est-à-dire le Reich allemand au Cameroun, comment l'Allemagne a réussi à asseoir sa souveraineté coloniale au Cameroun. Donc, et ça, ce sont donc une étude de 1840 à 1910. Ce document, c'était mon mémoire de maîtrise à l'université de Lyon 2 en 1970. C'est-à-dire donc tous ces documents que vous voyez ici, c'est un travail que je fais, que je rassemble des archives allemandes depuis 1968-1969. Et le traité germano, voilà, ça n'existe nulle part. Donc je ne peux pas vous montrer pour dire que ce qui est là, et que vous allez avoir les ans se voir, c'est Cameroun Vertrag, c'est-à-dire traité germano-camerounais. Tout simplement parce que l'endroit, si c'est cet endroit qu'on appelait Cameroun, c'est beaucoup plus tard, c'est-à-dire à la conférence de Berlin, qu'ils ont donc décidé, les Allemands, comme ils avaient donc fait traité ici, ils ont donc dit que ok, tout le territoire, donc jusqu'au nord, ils vont l'appeler Cameroun. Donc, pour éviter donc la confusion entre le Cameroun, Cameroun South, et tout le territoire du Cameroun, qu'en 1901, les Allemands ont donc décidé qu'on ne va plus appeler ici Cameroun, mais voilà. Bon, alors les historiens camerounais, comme nous vivons dans les tribus, le tribalisme, ils ont donc dit ça, c'est un traité germano-douala, mais ça n'existe nulle part. Et je ne vous demande même pas d'aller vérifier, vous n'allez pas trouver. Sauf dans les livres écrits par les Camerounais après l'indépendance. L'indépendance, c'est quand 1960. Et ça, ce sont des documents de 1884. Voilà donc même ce que le film d'école Our Wishes. J'ai publié ça ici en 1970. Our Wishes. Et il fait même tellement de confusion parce que il dit qu'Our Wishes a été signé par les chefs, les rois Douala. C'était faux, complètement faux. Aucun chef n'a signé ce document Our Wishes. Vous avez vu le film Our Wishes, enfin, ou bien Equinox, je crois, je ne sais pas, aucun. Our Wishes, c'était le texte que les rois ont exigé que ce soit une garantie, mais signée par le consul allemand, pour garantir que l'Allemagne va respecter. Mais ça ne porte la signature d'aucun roi. Encore une fois, c'est depuis 1970 que moi je publie ce texte. Et c'est un...
C'est en anglais. Non, malheureusement, je vais vous expliquer un peu. Je peux remettre ça là. Est-ce que vous pouvez un peu me permettre que parce que cette question importante, que j'explique un peu. S'il vous plaît. Ici, vous avez les livres que j'ai écrits en langue allemande. Et vous-même, vous voyez. J'ai écrit 13 livres en langue allemande. Et ça, c'était l'un des premiers. Ça, c'était 1970. Et après avoir écrit ce travail, dans mon premier travail scientifique, j'en ai fait une pièce de théâtre sur la résistance au Cameroun, que j'ai aussi écrit en 1970. Mais vous avez compté le nombre d'années. Parce que c'est quand même quelque chose de terrible que on fait une conférence sur l'Allemagne ici. Je ne suis même pas invité. Oh. C'est camerounais. Hein? Bon, voilà donc mes ouvrages. Afrika ist im Aufbruch, Afrika ist die Zukunft. C'est-à-dire, l'avenir, c'est l'Afrique. Kafra Biatanga, ça c'est une pièce de théâtre sur la guerre du Biafra. Das Fest der Liebe, la fête de l'amour. Lumumba der Zweite, c'est ma première pièce de théâtre en 1968. En langue allemande. Pourquoi en langue allemande? Parce que moi j'ai fait mon lycée en Allemagne. Et c'est l'allemand que je maîtrisais. Je ne maîtrisais pas le français. Donc je pouvais écrire qu'en langue allemande. Bon, ensuite, les travaux sur Hitler, Was wollte Hitler in Afrika, ça c'était les travaux de doctorat. Peut-être que certaines générations, ce livre Hitler voulait l'Afrique, peut-être que certains, quand j'ai publié ça en 1980, ça a fait beaucoup de bruit dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une référence. Bon, mais ça c'est en français, c'était ma thèse à l'université de Lyon 2. Bon, ma thèse de habilitation, c'est toujours ça, Was will Bonn in Afrika, zur Afrika-Politik der Bundesrepublik Deutschland. C'est-à-dire, qu'est-ce que Bonn, à l'époque, c'était la capitale de l'Allemagne, aujourd'hui c'est Berlin. Donc, la politique de Berlin, enfin de Bonn à l'époque, sur l'ensemble du continent africain. C'était ma thèse d'habilitation en sciences politiques à l'université de Berlin. Bon, bref, je passe sur tout ceci et j'ai aussi sorti ce petit livre pour dire qu'il faut accepter la contradiction au niveau scientifique. Quand j'ai publié mes travaux sur Hitler et surtout sur Hitler et l'Afrique du Sud, les Allemands ont été tellement choqués qu'ils ont dit qu'eux ne vont pas publier ça. Et Jean-Paul Sartre, je l'ai rencontré à l'époque à Paris. Il m'a dit, donne-moi ce manuscrit, mais fais-moi un condensé en langue française. Je l'ai fait, et voilà, vous voyez ici les temps modernes, c'est la revue de Jean-Paul Sartre, qu'il a publié donc en 1973. C'est pour ça que je dis que, bon, bien sûr, les Camerounais connaissent Jean-Paul Sartre, mais ils ne connaissent pas comment il est. Bon, c'est évident. Bon. Alors, maintenant, ce que je voudrais quand même aussi montrer ici, il y a Cameroun Tribune qui est là. Voici le colloque que j'ai organisé ici en 1986 sur cette question. L'Afrique et l'Allemagne, ça ce sont les actes du colloque. Les Allemands sont venus ici et jusqu'à ce qu'ils partent. Alors, quand j'ai vu ici qu'il y a le professeur Osten, j'ai dit, ouais, le professeur Osten, c'est mon collègue. Et je crois que c'est ça que j'ai montré à Canal. Voici le professeur Osten qui est assis derrière ici. C'est moi qui l'ai invité en 1986. Le professeur Osten. Il est là avec le professeur Blay, le professeur Varnier et le professeur Laburde-Tolor. Bon, ça, ce sont des sommités qui sont connus. Voilà les gens que j'ai invités avec l'aide de la présidence de la République en 1986 pour qu'on fasse le tour. Donc, je ne comprends pas que on fait donc une conférence ici sur cette période-là. Je suis assis là, à Bonabéry, je vois seulement ça à la télévision. Et on dit que non, parce qu'il fallait éviter les grands experts. Et quels sont les grands experts là? Les grands experts, comme moi j'ai 86, ça fait combien d'années? 31 ans. J'étais directeur de recherche déjà à l'époque à l'université. Bon. Alors, et encore une fois, ce texte de Aouichi, c'est Equinox Télévision, il faut bien faire attention. Écoutez, voilà encore le texte que j'ai publié, toujours en 1986, parce que c'est un texte que personne ne connaissait au Cameroun.
Personne ne connaissait au Cameroun. Et à l'époque, le président Biya, vous voyez comment il était jeune. Hein, il était en train d'être reçu ici par le chancelier Helmut Kohl. Alors, comment est-ce que Bekole aussi fait son film? D'abord, il s'appelle Hickory Town. Hickory Town, je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce que c'est un roman qui est édité par la maison d'édition Afrique Revue. C'est ça ici. C'est le roman d'une Allemande qui s'appelle Karine Oyono. Madame Oyono est mariée à Monsieur Oyono. Mais elle est d'origine allemande. Et elle a écrit ce roman sur comment le Cameroun a chamboulé dans la dépendance en 1884. Et elle a écrit ça en 6 volumes. C'est un roman historique. Maintenant que Bekole le prend pour en faire un film, et comme il ne veut pas, il refuse de venir nous dire qu'il veut faire le film, puisque c'est nous qui avons les droits. La maison d'édition qui a les droits sur Hickory Town. Il change donc le nom de Hickory Town, il met Our Wishes. Et il ne sait pas que moi j'ai publié ça, j'ai les droits de Our Wishes depuis 1970, dans le premier livre et dans ce deuxième livre. C'est pour ça que nous allons aller en justice, parce qu'il faut stopper ce genre de choses. D'autant plus que il dit n'importe quoi dans le film. Au lieu de s'en tenir au moins à ce que Mme Karine a écrit, il dit que lui, il est libre, il n'est pas historien. Bon. C'est pour dire qu'il faut stopper, et de manière très importante, un certain nombre de choses. Cameroun Tribune est là. Voici ce que Cameroun Tribune titrait à la fin du colloque. Titrait à la fin du colloque en 1986. C'était, quelle date? 85, pardon. Dimanche et lundi 15 avril 1985. Succès scientifique et diplomatique. Pourquoi diplomatique? Parce que j'avais réussi à faire asseoir l'ambassadeur de l'Allemagne fédérale et l'ambassadeur de la République démocratique allemande, qu'ils soient dans le colloque du début jusqu'à la fin. Et que les professeurs étaient venus des 2 Allemagnes, des États-Unis, etc. C'est pour ça donc que l'interrogation, Cameroun Tribune est là. C'est pour ça donc que cette histoire-là, on fait maintenant un travail sur un roi de l'époque allemande, et je ne suis même pas au courant. J'ai reçu l'invitation cartonnée là, la veille, 2 jours avant. Ici, après, je me suis dit, je vais aller donc faire ça là-bas. D'autant plus que, je ne sais pas si on peut nous montrer Gisela Ewe. D'autant plus que je vois ici professeur Gisela Ewe, professeur d'histoire africaine à l'université de Hambourg. Oui, je ne connais pas un professeur comme ça. Je sais qui est le patron de l'histoire africaine à l'université. C'est un collègue, le professeur Zimmerer. Alors, je vais donc chercher et je vois, voilà dans leur professeur. C'est une boursière chez mon collègue. C'est une boursière, et vous voyez, stipendiatine, ça veut dire boursière. Stipendiatine, au l'université de Hambourg, et qui est donc une MA. MA, vous savez ce que c'est? Master of Arts. Elle a un master. Et elle est donc boursière pour faire son doctorat. Et moi, comment je dois donc aller l'écouter pour qu'elle me dise comment c'était le Cameroun à l'époque allemande. Et c'est ça qui est écrit ici. Je crois que vous avez ce programme. C'est écrit professeur Gisela Ewe. Et ça m'a. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui. Non, mais j'ai essayé de réfléchir. Et je me suis rappelé qu'un jour, je faisais mon cours à la faculté de sciences politiques, parce que c'est toute une faculté, plus de 6 000 étudiants qui ne font que Sciences Po à Berlin. C'est la plus grande faculté de Sciences Po, où j'avais cette chaire pendant 10 ans. Et un jour, dans le cours, une fille de 18 ans me dit, professeur, mais je rentre d'Afrique du Sud là, et je n'ai pas compris. Je n'ai que 18 ans. Mais quand il y avait un problème dans la famille où j'étais, on attendait que c'est moi qui parle d'abord. Qui leur disait, moi je ne connais pas votre société. Et je n'ai que dire, non, c'est toi qui dois nous dire. C'est-à-dire que parce qu'on est blanc.
C'est-à-dire qu'on a vraiment le savoir. Et on a thématisé ça en cours. Dieu a dit, voilà, c'est-à-dire, voilà le résultat de la colonisation. C'est tellement ancré que toi, donc, qui es une fille de 18 ans, je t'envoie là-bas faire les stages. Et là-bas, on croit, c'est toi qui es blanche. Donc, tu as le savoir. Et c'est la même chose que quand je suis allé au Rwanda, en 1996, après le génocide. Parce qu'on m'a envoyé là-bas pour voir ce qui s'est passé. Le gouvernement allemand voulait comprendre. On m'a donc envoyé là-bas comme expert. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les jeunes là que l'ONU envoie, et les Nations Unies envoient, etc., des jeunes de 24 ans, etc., qui rassemblent les vieux Rwandais pour leur dire comment il faut faire la prévention des conflits. Je dis, ah maman, les enfants là savent même quoi sur les conflits. Et les vieux qui sont là, qui sont leurs grands-pères, c'est eux qui viennent parce qu'ils sont blancs. J'ai fait un rapport violent. Je dis qu'il faut arrêter ça. Donc, c'est la même chose maintenant. Vous avez vu ça là, je ne sais même pas, il a 25 ans. Donc, moi, le professeur, comment vous de rang magistrat, je dois venir dans m'asseoir pour écouter ce qu'elle dit sur le Cameroun. Est-ce que c'est normal? Donc, moi, je fais rarement des sorties comme ça. Je fais rarement des sorties. Mais là, j'ai estimé que c'est normal. Je vais faire un rapport au professeur général. À son patron. La fille elle-même, elle n'y peut rien. Ce n'est pas de sa faute. Mais c'est ce qu'il y a dans notre subconscient. La supériorité du blanc. Vous vous rendez compte, moi j'encadre ces jeunes-là ici, depuis 1993, qui prennent l'avion de Berlin, de Paris, etc., pour passer 3-6 mois ici. Et maintenant, donc, s'il vous plaît, arrêtons ce genre de massacre. On se massacre les mêmes. Bon. Vous avez derrière vous, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, là où vous êtes en train de filmer, vous avez 300 livres sur la naissance du Cameroun. Vous voyez comment les livres là sont vieux et qu'ils sont en train de s'abîmer. Vous avez là 300 livres sur la naissance du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance du Cameroun? Vous n'avez ça dans aucune bibliothèque ici au Cameroun. Aucune. Je sais de quoi je parle, je suis professeur. Et je sais où ces livres-là viennent de très loin. Ces livres-là viennent de plusieurs archives du monde et surtout de Berlin. Bon, voilà donc un peu... Alors maintenant, l'autre question cruciale, merci, la pauvre Gisela, eh oui. On en a fait un professeur. Vous savez quand même que pour être professeur, vous commencez par assistant. Après assistant, vous êtes chargé de cours. Après chargé de cours, vous êtes maître de conférence. Et beaucoup vont en retraite en tant que maître de conférence. Et après maître de conférence, vous avez donc professeur titulaire plein que je suis. Mais je ne peux pas aller écouter Gisela, Master of Arts. Bien. Alors, ceci dit, la question cruciale maintenant, et j'ai apporté beaucoup de documents. Il y a d'abord, les Allemands viennent de publier en 2008 ce gros volume-ci. Ça, c'est Archiv des Deutschen Kolonialrechts, c'est-à-dire les archives du droit colonial allemand. Et tous les traités que les Allemands ont eu à signer à l'époque, on les trouve ici dedans. Bon, ce n'est pas les originaux, bien sûr, parce que ça a été retapé. Mais les originaux, vous allez les voir tout à l'heure. Bon, alors maintenant, je me suis posé la question. Ah oui, je voulais peut-être présenter aussi très rapidement ce que vous avez ici. Cristal, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est Theodor Christaller, Deutsche Reichsschullehrer in Cameroun, le premier maître d'école que l'Allemagne a envoyé au Cameroun. Il s'appelait Theodor Christaller. Et c'est là où a commencé, si vous voulez, l'école européenne chez nous. Ce livre date, vous pouvez nous dire la date ici? 1897. C'est un livre de 1897. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas, ces livres-là, vous ne pouvez pas tellement les trouver ailleurs. Voilà. Et ce livre-ci, c'est ce qu'on appelait donc l'intérieur, le hinterland du Cameroun.
Bon, voilà. Et celui-ci a été écrit, vous voyez ici, en mars. En mars 1900. Mars 1900. C'est-à-dire que si vous voulez savoir comment était le Cameroun à l'époque, donc cet ensemble de livres-là que nous avons, j'ai dit il y en a 300 là-bas, à peu près, c'est ce genre de livre qu'on utilise pour savoir exactement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Et on ne se met pas à inventer l'histoire aujourd'hui. Maintenant, pour les fameux traités, je vais seulement vous lire ce passage-ci. L'agent Schmitt, puisque vous avez vu Schmitt, la signature de Schmitt sur ces traités, qui était le représentant de Wörmann. Ce qu'il dit ici, gestern Abend, nachdem wir mit King Aqua, King Bell und Grinjos eine Besprechung über diese Punkte hatten, zogen Aquas Neger und eine Menge Boys jodelnd und schreiend immer an unseren Beach vorüber, sich in den rüdesten Ausdrücken über King Aqua und King Bell ergehend, dieselben anklagend, dass sie ihr Land an die Germans verkauft und sie zu Sklaven gemacht hätten. Die Feder sträubt sich zu schreiben, welche Insulte wir von diesen Kerls hinnehmen mussten. King Aqua und King Bell sind ganz auf unserer Seite und sind nur noch auf ihre Leute warten. Die Aufzüge wiederholen sich leider soeben wieder. Voilà ce que Stock a écrit ici en 1960. La traduction. J'ai publié ce passage ici. Après notre donc c'est ce que l'agent Schmitt écrit à son patron Wörmann. Il dit: après notre entretien d'hier soir avec King Aqua, King Bell et Grinjos sur ces points donc du traité, les nègres d'Aqua et une foule de jeunes se dirigèrent vers la plage en criant et en vociférant les pires des menaces à l'endroit de King Bell et King Aqua, les accusant de vendre le territoire aux Allemands et de vouloir faire de la population des esclaves. Même ma plume hésite à écrire le genre d'insultes que nous étions obligés d'entendre. Malheureusement, ces processions d'insultes ne font que se répéter. Voici le document. Et quand je dis que non, les rois qui ont signé là, il y avait une résistance de leur propre population. Il faut que les gens aillent chercher le document à la source. C'est pour ça que je ne vous ai pas lu ma traduction. J'ai d'abord lu le document original qui a été publié avant, en 1960. Bon, mais je vous lis encore une autre note du même Schmitt. Schmitt écrit ceci encore, le 11 juillet 1884. C'était le 10 juillet. Je suis resté jusqu'à 3 heures du matin chez King Bell, mais je regrette de ne pas avoir atteint mon but, car King Bell avait une telle peur du refus et des menaces des siens et des Aquas qu'il déclara ne rien pouvoir faire sans le consentement de ses sujets. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça à l'école? Non. Pourquoi on cache ça? C'est pour légitimer la colonisation. Et pour qu'il signe, il fallait, je vais vous dire ça ici, voilà ce qu'ils ont reçu. D'abord, il a fallu que le bateau de guerre Meuve arrive le 11 juillet. Le 11 juillet, le bateau de guerre allemand arrive donc, et c'est sur les bateaux de guerre que les contrats vont être signés. C'est notre histoire. Qu'elle nous plaise, qu'elle ne nous plaise pas, nous devons le savoir et en tirer les conclusions. Et là, quand on s'élève pas n'importe quoi. Voici les preuves. Bon, donc, voilà comment d'abord ce traité, donc ces traités ont été signés. Ça, c'est mon livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous de la tête. Vous avez beaucoup de documents, pas seulement sur la période allemande, mais même comment nous sommes quand même, les Noirs sont les frères de la science. On l'a caché. Je vous mets ici les premières démonstrations mathématiques du monde. Plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ. C'était ici.
les plaquettes que nous utilisons là maintenant pour... Nous, on avait déjà ce système-là, 20 000 avant Jésus-Christ. J'apporte toutes ces preuves-là ici, n'est-ce pas? C'est ça, avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'os du Shango. Bon, bref, il ne faut pas que j'exagère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Maintenant, on a dit ici, signataire, plénier, potentiel. J'ai lu cette phrase plusieurs fois pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'ils ont fait. Parce que tous les documents que moi je connais n'est nulle part. Alors, dans ma recherche, je suis tombé sur ce document du pasteur Bouch, qu'on appelle les traités camerounais, dans Études camerounaises de mars-juin 1955. C'est là, effectivement, que Bouch, qui a fait un très bon travail de toute façon, parce qu'il a publié les traités que nous avions avec la Grande-Bretagne depuis 1840. Alors quand il vient au niveau des Allemands ici, je trouve que il publie le traité du 12 juillet et il met ici témoin. Et dans témoin, il y a King Ben. En dehors de ça, il n'y a aucun document. Aucun. Alors, maintenant il faut prendre le traité. Il dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, 11 juillet 1884. Vous voyez ici, 11 juillet. Verhandelt zu Kamerun, den 11. Juli 1884. Bon. Maintenant, ça c'est un contrat de vente. Ce n'était pas un traité négocié. Ça, il a tout simplement vendu et il a pris l'argent. Bon. Maintenant, King Dailo. King Dailo ici, vous voyez, c'est le même principe. C'est le même traité qu'on retrouvera partout, les traités négociés. We, the undersigned independent chiefs of the country called Cameroon, situated in the Cameroon River, etc., name King Dido Town, with dependencies, etc., etc. C'est-à-dire King Dido. Il signe donc ça, il a son traité, le 11 juillet 1884. Ça c'est Dido, on peut Bimbia aussi. Ah oui, ici il y a même la traduction en français. Vous voyez, négocié à Bimbia le 11 juillet 1884 devant le consul sous-signé. Les commerçants Eva Schmidt de Cameroun et H. Jules, mandatés par Jonas Voss de Cameroun, tous deux connus du dit consul, ainsi que les chefs indépendants de Bimbia, etc. Ça aussi c'est le 11 juillet 1884. Voilà. Et maintenant, Bell et Aquatown. Bell et Aquatown, vous ouvrez, s'il vous plaît. Bon, c'est ça que vous avez dû voir ici, là. Non, ce traité était publié. Voilà. Et vous voyez ce document-ci, mais qui est pratiquement illisible, tellement il est petit. Bon, voici ce document. Je vais montrer les deux pages. Voici ce document. Et qui est ici? Vous avez donc, c'est-à-dire le fameux traité du 12 juillet. Malheureusement, les choses sont en train de s'arriver ici. Et vous voyez bien ici, King Aqua et King Leo. On n'a mis nulle part que l'un est témoin de l'autre. Et vous voyez même qu'ils sont tous sur la même ligne. Et sur la troisième feuille, vous verrez le tampon du Reich allemand. Voilà. Vous voyez donc le tampon du Reich allemand et la signature du consul Emil Schultz. Voilà donc le fameux traité. Où est-ce qu'on a écrit que l'un est témoin de l'autre? Il faut faire très attention parce que ça c'est le document, il n'y a pas un autre. Vous voyez bien que c'est ça. Enfin, vous pouvez peut-être marcher un peu. Bon, ce sont les facsimilés bien sûr. Et j'ai pris ça du Reichsarchiv, c'est-à-dire les archives du Reich allemand de l'époque. Donc, la question maintenant, c'est comment est-ce que, d'abord, Nickel Island s'est vendu le 11, Bimbia signe le 11, Daïdo signe le 11, Bell et Aqua signent le 12, tous sur des bateaux de guerre. Comment est-ce qu'on va donc dire que l'un était
signataire clinique. Il faut apporter les documents. Ça n'existe pas. Je vous ai dit l'erreur, c'est-à-dire on a seulement recopié. C'est pour ça que nous disons aux étudiants, arrêtez de recopier ce que vous avez lu. Allez chercher les sources. Parce que la recherche scientifique doit évoluer. Et quand quelqu'un a écrit comme ça, toi, va plus loin. Et ça, donc ça, c'est ce que vous avez ici. C'est le résultat de la recherche scientifique de 1955. 1955. Le Cameroun n'était pas encore indépendant et puis on n'était pas encore entré vraiment dans les archives pour voir. Et puis vous savez, le problème que nous avons, nous, Camerounais, c'est que, je vais vous montrer ici, Afrikanische, par exemple, ce que le consul allemand a publié par la suite, Afrikanische Verträge, c'est-à-dire les traités camerounais, qu'il a publié, je peux me manquer l'année, ça doit être dans les années 1800 quelque chose. Vous voyez l'écriture ici. Un assistant peut nous aider. C'est ce qu'on appelle l'écriture gothique. C'est-à-dire que même si vous avez fait allemand, vous ne savez pas lire cette écriture. Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle l'écriture gothique. Les Allemands n'utilisent plus ça aujourd'hui. Mais pire encore, Nachtigall est là-bas. Je vais vous montrer ça, c'est ce qu'on appelle le gothique même. C'est-à-dire que ces documents, même un Allemand d'aujourd'hui est incapable de déchiffrer ça. Je dis bien que même un Allemand qui a fait l'université, qui est docteur, est incapable de lire ça. Il a fallu qu'à l'université de Yaoundé, je forme des jeunes pour être capable de déchiffrer cette écriture. Quand j'enseignais encore à l'université de Yaoundé 1, parce que même vous prenez un Allemand qui vient vous rendre visite, vous l'enseignez, il va vous dire que donc, or, notre histoire, tout ce que ces Allemands ont écrit là, c'était à la main. C'est dans cette. Ça veut dire que les Camerounais ont des difficultés. Non seulement les historiens camerounais ne parlent pas, n'écrivent pas l'allemand, ne lisent pas l'allemand. Alors, s'ils ne lisent pas l'allemand, c'est là où ils vont donc lire le gothique allemand. Et c'est là où ils vont dire le gothique même. J'ai essayé de me battre à l'université de Yaoundé pour que ceux qui font allemand, c'est-à-dire ce qu'on appelle les germanistes, qu'ils aient une formation d'histoire sur ça. C'était une bataille. J'ai perdu la bataille. On m'a dit que non, ceux qui font allemand doivent faire Goethe et Schiller. C'est comme ça que c'est ça qu'on appelle les études germaniques. Bon, et à l'université, au département d'histoire, il n'y a pas de cours d'allemand là-bas. Ça veut dire quoi? S'il y a un drame pour le Cameroun, ça veut dire que la naissance du Cameroun même, c'est mis entre parenthèses. Et on vous dit que vous êtes des anglophones et des francophones, que vous êtes des bilingues. Donc en réalité, vous ne pouvez même déchiffrer que ce qui a commencé après 1919, en français et en anglais, mais le Cameroun n'est pas né après 1919. Le Cameroun est né là, justement entre 1840 et 1919. Alors cette époque-là, c'est pour ça que je comprends aussi que bon, chacun peut se lever un jour et dire que je veux faire quelque chose sur cette erreur. Bon, il fait, mais où sont ses possibilités, ses forces, pour pouvoir même entrer, pour pouvoir déchiffrer? C'est pas que les documents n'existent pas. Les documents existent et la plupart de ces documents, moi j'ai apporté ça ici. Vous voyez par exemple tout ce qui s'est passé pour que ce traité soit, ces traités soient signés, vous voyez, depuis 1981 jusqu'en 1984. C'est même ici tapé à la machine. Vous pouvez circuler un peu avec ça. Il y a des choses tellement importantes là-dedans. Ça même c'est facile parce que c'est écrit machine avec l'écriture d'aujourd'hui. Mais il faut déjà avoir ce document. Pour avoir ce document, il faut aller chercher dans les archives, etc. Bon, ce que moi j'ai fait, c'est que je ramène ça ici. Je ramène ça ici. Et
Ça, c'est par exemple un rapport de Max Buch dans le consul allemand, mais qu'on a déjà aussi traduit, sur qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre, la fameuse guerre avec l'Occident. Je crois que tout le monde est au courant de la guerre de décembre 1884, puisque l'Occident a dit que lui ne signe pas. Il ne prend pas l'argent, il ne signe pas, et qu'on lui laisse sa liberté. Bon. Et le résultat, c'était, voici le bombardement du palais de l'Occident. Mbappé. Comment Mbappé? Puisque l'Occident, c'est comment Mbappé. Je crois que c'est surtout quelque chose que je n'ai vu dans aucun livre d'histoire du Cameroun. Ah oui. Ça, c'est le palais de l'Occident qui a été bombardé. C'est bon. C'est le grand baobab là-bas. C'est là-bas qu'il y avait. Qui vivait avec toutes ces femmes, etc. Et vous savez qu'on a beaucoup construit, mais c'était à côté de l'eau. Mais maintenant, on a tellement construit que l'eau a dû reculer. Bon, voilà donc en gros ce que je pouvais vous dire. Mais je veux encore vous montrer un document, celui-ci, Self-Denkschrift. C'est-à-dire que quand tout le problème de la résistance pour l'expropriation, la résistance pour l'expropriation enfin, qui a fait que les Douala-Manga ont été pendus. Le gouvernement, comme les parlementaires étaient derrière le gouvernement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au Cameroun? Le gouvernement devait répondre. Et ça, c'est la réponse du gouvernement allemand qui date du 1er mai 1914. Là, vous avez beaucoup de documents sur cette question. Toutes les réunions qui se sont passées ici, et les gens qui sont partis en Allemagne, les avocats allemands qui ont plaidé, etc. Vous avez tout ça ici. Et je ne comprends pas que ce document, jusqu'aujourd'hui, les Camerounais ne le connaissent pas. Il n'est même pas, non seulement, enfin, il n'est pas traduit, mais les gens le connaissent. On appelle ça Self-Denkschrift. Vous avez tous les documents là-dedans. Comment vous voulez alors aller inventer des choses brusquement? Et ça, c'est la réponse, encore une fois, du gouvernement allemand vis-à-vis du Parlement. En substance, qu'est-ce que le gouvernement, il répond que de toute façon, eux, ils devaient exproprier parce qu'ils veulent assainir la ville de Douala. Bon, mais ce qui est bien, c'est que tous les documents aussi des autres sont vraiment là-dedans. C'est-à-dire que toutes les réunions qu'il y a eu ici, les Moussoudines qui sont partis clandestinement, comment on les a arrêtés, et les plaidoiries des avocats, vous avez tout ça là. En gros, ils voulaient exproprier et faire, vous savez, une zone, no man's land. C'est-à-dire qu'il fallait que les Noirs reculent, que à côté du fleuve, il y a seulement les Blancs. Et comme c'était la partie des Belges, les Allemands ont donc dit que cette partie des Belges va rester donc la partie européenne. On va faire 1 kilomètre, une zone de no man's land de 1 kilomètre, et on va créer une nouvelle ville qu'on appelle Neubel. Neubel, c'est-à-dire nouvelle ville des Belges. C'est ça que nous appelons aujourd'hui Neubel. Et c'était les marécages. Et que entre ces marécages donc, et là où il y avait la plage, il y avait donc 1 kilomètre pour que les odeurs des Noirs et les parasites des Noirs ne traversent pas pour aller infecter les Blancs. Il y a un médecin qui a fait toute une expertise pour dire que la malaria, c'est dans les Noirs ont trop de malaria et que ces malarias vont même contaminer les Blancs. Et Mangabel leur a dit que si la malaria des Noirs va contaminer les Blancs, donc il ne faut pas non plus que vous ayez des employés noirs. Parce que ces employés noirs vont vous apporter aussi la malaria. Donc tout ça, on trouve ça dans ces documents. Et normalement, il faut quand même un peu d'argent pour qu'on trouve des gens qui vont traduire, pour mettre ça à la disposition des Camerounais. Bon, maintenant, je vais peut-être terminer. Ça, c'est les cartes. Nous avons plusieurs cartes comme ça. Ça, ce sont des cartes de 1893.
93. Là, on ne voit pas bien parce que vous êtes en pleine. Ce sont des cartes donc, de nos régions. Nous avons des cartes comme ça pour l'ensemble du continent africain. Mais on vous montre juste ce qui concerne ici la partie camerounaise. Comment étaient les frontières. Ça fait donc que même les chefs traditionnels viennent ici. Parce qu'ils veulent savoir comment étaient les frontières à l'époque. Vous savez qu'il y a tellement de disputes, de frontières entre communautés. Bon. Comme certains savent qu'il faut trouver ces cartes ici, c'est ici qu'ils viennent chercher ça. Ça, c'est une carte donc de 1893. L'autre, celle-ci. Là voici. Non, c'est les deux. C'est 1893. Celle-ci. Vous avez ces cartes ici de 1901 à 1915. Et avec beaucoup de détails. Je vais vous déposer ça d'abord et venez montrer ça parce qu'il faudra feuilleter. Je dis ici pour qu'elle puisse, pour qu'il puisse feuilleter. Ça c'est donc, vous voyez, Cameroun Bec, Mont Cameroun. La partie donc du Mont Cameroun, c'est ça. Et vous avez tellement de détails. C'est ça que là il y a eu le problème de vacances. Je me suis seulement étonné qu'on avait l'émission 1901. L'autre c'est 1880. On a une autre de 1863. Bon. Comment est-ce que les gens ne viennent pas ici? Ils font souvent les grandes missions pour aller en Europe. C'est un journaliste à CRTV qui m'a dit, mais professeur, si on vient ici, on n'a pas de faire une mission. C'est ça. Donc, vous voyez tous ces détails. C'est vraiment des détails très minutieux. Je le tiens encore. Ça c'est vers le Tchad. Et ça c'est vers le Tchad. Venez peut-être comme ça parce que les autres ne voient pas. Ça c'est vers le Tchad. Oui. Ça c'est toujours vers le Tchad. Vous voyez les détails. Oui, c'est ça, une partie à ça. Oui, c'était en 1901, entre 1901 et 1915. Vous voyez, la région de Bagno, etc. Ça, c'est la région de Fumban. Ça, c'est la région de Fumban. Donc, vous savez que ce sont des cartes qui sont là, qui existent, que vous pouvez utiliser. Si vous, enfin, si vous avez, que ce soit les journalistes qui veulent écrire un papier sérieux et qui veulent avoir les vrais documents, vous les avez ici. C'est toujours Fumban. Ça c'est Ngaoundéré, la région de Ngaoundéré. Donc, telle qu'elle était en 1901, ça veut dire aussi que quand il y a maintenant des disputes de frontières, on se réfère à ce genre de documents qui sont des documents authentiques. Ça c'est la région de Boya qui vient maintenant. La région de Boya. Ngoko, bon, je crois que ça suffit. L'essentiel, c'est que, attention, il faut, oui, une à une.
Bon, je vais vous montrer un dernier document. On arrête là. Alors d'abord, il y a un document ici. Tous les enfants qu'on a envoyés en Allemagne à l'époque. Vous avez ça dans ce livre de Christel Addick, Deutsche Missions- und Kolonialpädagogik in Dokumenten. Et ce que je vais vous montrer ici, et ça va sûrement vous intéresser, c'est le bulletin de notes de Tube Metom et de Rudolf Lavandaber. Leur bulletin de notes à l'école. Leur école, au mois le bulletin du 27 mars 1895. On va savoir si c'était de bons élèves ou de mauvais élèves. Vous avez donc tout ce genre de documents dans la maison. Bon. Alors, ce qui a motivé entre autres les gens de Bonabéry, je vois qu'il y a des gens de Bonabéry. Voici Bonabéry en 1904. 1904, Bonabéry en 1904. La description de Bonabéry. Je n'ai pas montré ce livre-ci. Est-ce que j'ai montré ça? Ça, c'est l'un des premiers livres sur le Cameroun allemand. Le consul allemand écrit ici tout ce qu'il a vu au Cameroun. Il décrit King Bell, il décrit King Aqua, il décrit Log Priso, leur pire ennemi, comme il disait. Et c'est un livre qui a été publié en quelle année? 1887. 1887, publié, hein? Pas écrit, publié, 1887. Voilà donc les documents que j'appelle authentiques. Que quand vous voulez parler de quelque chose, allez jusqu'à la source. Bon. Vous voyez ici par exemple la conquête de Ngambé, la région de Ngambé. La conquête militaire de Ngambé, c'était, excusez-moi, le 20 avril 1899. Comment Ngambé a été conquis par les Allemands. Vous avez dans ce document ici, concernant Dikampondo et les Aquas, les plaintes, la pétition que Dikampondo et les Aquas ont envoyée aux Allemands pour se plaindre, surtout du gouverneur von Puttkamer. Vous avez sûrement entendu parler de von Puttkamer, qui était très brutal. Bon, donc tout le monde se plaignait, et ça c'est la pétition. Bon, c'est en langue allemande, mais j'ai déjà fait traduire ça en langue française et je vais publier ça bientôt. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui, effectivement, tous ces gens qui étaient les alliés des Allemands, s'il vous plaît, tous ces gens qui étaient les alliés des Allemands, bon, et qu'à la fin, ils ne pouvaient plus être les alliés parce que eux-mêmes, la souffrance est entrée dans leur corps. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que maintenant, est-ce qu'on va en faire des héros? C'est ça la question que les départements d'histoire doivent vraiment traiter, parce qu'effectivement, même Njoya était un allié infatigable des Allemands, mais lui aussi il a fini en exil. Alors est-ce que, parce qu'on a donc, à la fin là, fini par l'exil ou par... Bon, est-ce qu'on est donc un héros national? Et vous avez par exemple à Tangana, le documents de Tangana, vous savez qui est à Tangana? Charles Atangana, n'est-ce pas? Qui était l'ami indéfectible des Allemands. Alors, ce qui mais oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fuit avec les Allemands. Et dans ce document-ci, qui vient d'être publié en 2008, on voit la lettre de Charles Atangana au roi d'Espagne, où il demande au roi d'Espagne d'intervenir auprès des autres puissances pour que le Cameroun redevienne allemand malgré la guerre qui a été perdue. Alors aujourd'hui, vous allez le fêter comme un héros. Ça pose problème. Donc, c'est pour dire que le problème n'est pas seulement au niveau maintenant de Dikampondo, etc. C'est un problème général au niveau du Cameroun. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les traités de Garoua, etc. Mais il y a eu 95 traités. Il y a 95 traités. À la fin, je vais donc vous montrer ce document-ci. Un jour, je reçois un coup de fil qui vient des États-Unis. Apportez ce document. Ah oui.
Ça, c'est d'une femme qui s'appelle Hertha Grover de Philadelphie, Pennsylvanie. Elle dit qu'elle veut me rencontrer. J'enseignais à l'époque à l'université de Berlin, à la faculté de sciences politiques. C'est un journal de Berlin qui avait fait un portrait sur moi, etc. Et elle a eu ça là-bas. Alors elle m'appelle pour dire qu'elle veut me rencontrer. Je dis, mais vous êtes qui? Elle essaie de dire que c'est pas important, mais il faut seulement que je vienne vous voir. Je dis, alright. Elle prend dans l'avion, Hertha Grover, et voici sa lettre qu'elle va m'écrire plus tard quand je suis rentré au Cameroun, parce que je suis rentré au Cameroun en 89. Elle vient donc, elle me dit, je suis une juive. Et quand j'avais 10 ans, Hitler avait assassiné mon père et ma mère. Donc on était des orphelins, on était un certain nombre d'enfants juifs comme ça. Et la Grande-Bretagne a négocié donc avec Hitler que ces enfants-là, que Hitler les laisse sortir de l'Allemagne. Hitler a exigé les camions militaires pour laisser que ces enfants-là sortent. Et l'Angleterre a donc donné les camions militaires à l'Allemagne. Et c'est comme ça que ces enfants ont pu sortir de l'Allemagne. Et elle me dit, elle ne comprend pas pourquoi on leur disait de prendre le strict minimum, pas de bagages, mais le strict minimum. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi. Elle a pris un document de la bibliothèque de son père et depuis l'âge de 10 ans, elle se promène avec un document, avec ce document-là. Et que même si on dit qu'il ne faut presque rien prendre, elle laisse les habits, tout ça, mais elle prend ce document. Alors, et c'est là où elle m'explique qu'elle dit, ce document-là, c'est ça. Ce document. Elle dit, enfin, parce que quand je l'ai rencontrée, elle était déjà une vieille dame. Elle dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux rendre. Elle me dit, mon père s'appelait Lévi. Et mon père était un avocat. Et c'est mon père qui a défendu Mpondo Akwa au tribunal à Hambourg. Et voici sa plaidoirie. Je ne savais pas à qui je peux remettre ça. Je suis soulagé maintenant. Pour moi, j'ai fait maintenant mon devoir, je vous le remets. Et elle me remet aussi toute la recherche qu'elle avait faite, parce que c'est une question qui l'a préoccupée. Donc, elle est allée dans les archives en Allemagne, elle a fait les coupures de presse qu'elle a trouvées dans les archives. Vous voyez, tout ça, c'est sur la question de Mpondo Akwa et comment Mpondo Akwa a organisé sa résistance avec les autres, hein, et comment est-ce que les Allemands ont réagi à ça. Il y a des Allemands qui le soutenaient, mais voilà, ils ont trouvé d'autres prétextes pour l'amener devant le tribunal. Il a eu donc gain de cause grâce à M. Lévy. Et c'est là donc où cette femme me dit, voilà, pardon, toi, je te donne ça, ramène ça. Donc nous avons plein de dossiers de ce genre et je me dis seulement que voilà, je ne sais pas pourquoi nous faisons ce travail. On nous a presque obligés de vivre dans l'isolement. Parce que vous ne connaissez pas, si vous n'étiez pas venu ici. Beaucoup de temps que vous connaissez pour la première fois. Mais nous sommes là depuis 1985. C'est depuis 1985 que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de l'enseignement à l'université. Et qu'il fallait, en dehors de l'université, essayer de faire quelque chose. Vous voyez les livres qui s'abîment là, l'humidité de Douala a été comment. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'on n'a pas eu un sou du gouvernement camerounais jusqu'aujourd'hui pour essayer de sauver cette mémoire. Alors, c'est vrai, je vais terminer quand même par ces documents-ci. C'est les Allemands, c'est les Européens. Comment est-ce que maintenant, pour écrire mon histoire, je dois plutôt me référer à ce que le colonisateur a écrit sur nous. Et je m'arrête là. J'ai entendu aux collègues qu'il y a quelque chose au niveau de l'approche qui n'est pas bon. Où sont les sources camerounaises de l'histoire de cette époque? Il n'y avait pas. Alors j'ai mis sur pied un groupe de recherche en 1981. Il y avait des historiens, des économistes, des juristes, c'est-à-dire des gens de plusieurs disciplines. J'ai dit, ok, on va sillonner tout le temps. Avant que tous ces vieux-là ne partent, il faut qu'on les enregistre. Nous sommes allés jusqu'à l'extrême nord du Cameroun, jusqu'à Tchang, Kribi, on a fait le pays Bamileke, on n'est pas Douala. Et nous avons pu enregistrer effectivement 176 vieux qui avaient entre 90 et 110 ans. Ils sont bien sûr tous partis depuis. On a fait ce travail de 81 jusqu'à 1996. J'ai dit Seigneur, merci. Au moins maintenant, nous avons une banque de données sur ce que les Camerounais
disent de cette période de chamboulement. Bon, mais et à l'époque, c'est le gouvernement camerounais qui a financé cette recherche. S'il vous plaît. C'est le gouvernement camerounais. Mais après, je ne sais pas s'il y a eu. Le Cameroun a eu des problèmes là. Et puis c'était fini. Il n'y avait plus d'argent pour ce genre de choses. Donc, et les cassettes étaient donc en train de moisir. Vous connaissez l'humidité, voilà. Et c'était les vieilles cassettes de l'époque, avec les bandes. C'était en train de partir. J'ai fait tous les ministères, comme on dit en langage comme on est fatigué. Que pardon, c'est en train de partir, aidez-moi pour trouver un peu de financement parce qu'il faut les transcrire, il faut les digitaliser, zéro, jusqu'aujourd'hui. Finalement donc, c'est il y a 2 ans que j'ai trouvé un partenaire en Autriche, les archives phonographiques de Vienne, qui sont les plus vieilles du monde. Je lui ai dit, pardon, digitalisez-moi ça. Et ils ont dit, nous-mêmes, on va chercher le financement parce que ce que tu fais là, c'est trop important. On n'a jamais eu des documents sonores comme ça. Donc c'est eux-mêmes qui sont allés chercher le financement pour pouvoir digitaliser. Donc aujourd'hui, pratiquement 776 lieux, ils ont enlevé les brouillis, etc. Et ils m'ont remis donc un disque dur comme ça, où il y a les voix des 176 vieux. Et ces vieux, j'avais tenu à ce qu'on les interroge dans leur langue. Que ce soit en Yemba, que ce soit en Batanga, que ce soit en Fufouté, que ce soit en Ngomala, c'est-à-dire en Douala, etc. Donc vous avez ici, pour la première fois, l'histoire du Cameroun par des Camerounais en langue camerounaise. Ça n'existe nulle part. Et même les autres pays africains, parce que depuis quand on va dans les congrès, on parle, ils disent on n'a pas pensé à ça. On a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas pensé à enregistrer ces vieux sur ce qui s'est passé quand les colons sont allés. Pardon? C'est un CD. Alors voilà par exemple donc un CD d'une sélection. C'est une sélection de 20 interviews, de 20 vieux en 20 langues. C'est-à-dire que nous allons tout publier. Mais pour l'instant, c'est un prototype. C'est-à-dire que vous voyez là, quand vous voyez quand les anciens, la pochette, quand les anciens parlent, vous voyez par exemple le nom de la personne. Vous voyez ici par exemple, vous voyez le tam-tam. Comment les Camerounais sont en train d'apprendre aux Allemands le tam-tam camerounais. C'est-à-dire le tam-tam qui envoie les messages. L'information. Alors, j'ai trouvé tout un livre où il n'y a que, c'est-à-dire le solfège du tam-tam de Douala. Et un autre livre sur le solfège du tam-tam de Léono. Un autre sur le tam-tam des gens au Togo et un autre sur le tam-tam des gens en Allemagne. Parce que le colonisateur voulait savoir ce que vous dites. Parce que quand ils sont venus ici, ils ont fait la guerre, ils ne comprenaient pas avec leur pays, donc ils viennent, ils trouvent que tout est désert. C'est qu'ils viennent avec toute leur stratégie militaire, ils trouvent qu'il n'y a personne. Donc ça les a intrigués jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est ce tam-tam-là qui fait ça. Et ils se sont donc mis à l'étude. Donc l'avantage pour nous aujourd'hui, c'est que comme nos gens font le tam-tam maintenant, mais souvent c'est du folklore, nous avons ici maintenant exactement, c'est-à-dire la signification de cet tam-tam et comment on les joue. C'est un document que nous avons là, c'est un document qui date de 1900. Donc ça veut dire qu'en réalité, on peut ouvrir l'école ici pour que les gens viennent apprendre. Mais tout ça, c'est trop pour moi. Vous avez déjà beaucoup fait. Parce que, bon voilà par exemple, alors voilà comment nous publions ce livre. Par exemple, ça c'est le Bakoko, le Bombay. Le Bakoko de Dia, ça va venir dans 2 mois et demi. Bon, ça, ce sont les témoignages des papas al Bakoko d'ici. Donc, ce que nous faisons, on met les interviews sur ce CD, on fait la transcription en Bakoko dans l'écriture actuelle, qu'on appelle l'alphabet des langues camerounaises. Vous savez qu'il y a l'alphabet de la Bible, mais c'est déjà dépassé cet alphabet-là. Et on met donc ça dans l'alphabet moderne grâce aux lectures. Ensuite, on fait une traduction
en langue française. On fait une traduction en langue française de ces interviews-là. Après, nous avons fait une traduction en langue anglaise et après, nous allons faire une traduction en langue allemande. Comme ça, cette mémoire du Camerounais, des Camerounais ici, cette mémoire sera disponible au niveau sonore en France. Donc, et puis les Bakoko vont voir maintenant comment on écrit même le Bakoko. Puisque nous sommes des bilingues, nos langues là, on n'est pas dedans. Bilingues en français, en anglais. Bon, nous on reconstitue donc les langues camerounaises. Papa Lambert de Bouya. Le livre, il avait plus de 100 ans quand on l'a interrogé. Et ce sont des gens que j'ai amenés à l'université de Yaoundé en 1986, le gros volume jaune là. La première fois qu'on a amené les vieux à l'université. Et justement, les hostels, tout ça, ils ont écouté ces livres toute une après-midi. Et maintenant aussi, pourquoi vous avez quelque chose qui n'est pas ouvert? C'est le même principe, c'est-à-dire le CD. Maintenant, lui, il a parlé en pidgin. Il a parlé en pidgin et on a traduit en français. Bon, mais vous avez aussi, par exemple, ce genre de livre. C'est toujours les livres de l'époque, de Bambela Sawa. Ces documents, je les ai ramenés de Strasbourg. Le pasteur Mlenge, il y avait un pasteur ici qu'on enseignait Mlenge, ou bien Mlenge. Il demandait à ces jeunes élèves pasteurs-là d'écrire l'histoire de chez eux. Tous ces savoirs-là, que chacun écrive. Chacun écrivait, il a amené tous ces cahiers-là chez lui. Et un jour, donc, il m'invite à Strasbourg. Je découvre la meilleure bibliothèque en langue Douala que je n'ai jamais vue, à Strasbourg. Et après, il me montre ce tas de cahiers-là. Il dit, donc, prenez le Cameroun. Vous en aurez besoin. Et aujourd'hui, c'est vraiment, c'est-à-dire la tradition Sawa. La tradition Sawa de l'époque. Ça a été, les vieux ont écrit ça entre 1920 et 1930. Ça, on ne peut plus avoir ça aujourd'hui. Donc on a publié, on est en train, en Douala, on est en train. Il fallait le faire circuler. Ça c'est un livre, ça c'est des archives, les gens peuvent toucher. Mais ouvrez ça, ouvrez quand même. Vous pouvez ouvrir Papa Lambert. Ici c'est un exemplaire ouvert. Oui, envoyez-nous donc l'exemplaire ouvert de Papa Lambert. Bon, bien sûr, il y a des points de rencontre, si c'est une pendaison, bon. Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? L'explication ici, chez ces vieux composants. Voilà donc, je crois ce que je peux donner comme information, c'est que ce n'est pas la révolte qui m'a guidé à vous appeler, mais je voulais quand même partager avec vous ces documents et comment on peut les trouver et comment quelle est la démarche historique, quelle est la démarche qu'il faut avoir lorsque vous voulez faire un événement. Et que vraiment ce complexe du blanc qui est profondément ancré dans nous, que quand même il est grand temps d'arrêter. Encore une fois, comment est-ce que moi, professeur de droit magistral, je suis invité à écouter une Master of Art qui a à peine qui peut-être que moi je vais peut-être refuser chez moi un docteur. Donc il faut arrêter ce massacre. Et qu'on l'appelle encore chez moi professeur des universités. Une Master of Art. Voilà donc, je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre attention. Il y a une question, on va prendre une première question. Je voudrais vous poser une question au sujet de la guerre qui a prévalu entre les Malimba et les Allemands. Et les Malimba sont surtout vainqueurs parce qu'il y a encore au niveau de la Kwakwa, le bateau qui avait coulé, que les Malimba ont fait couler là. Je veux savoir si vous avez une documentation sur ça.
je puis vous assurer que si vous avez quelqu'un qui veut travailler sur ça, il y aura plein de documents. Parce que toute cette période-là, y compris les guerres, c'est-à-dire que soit on trouve dans les livres qui sont là-bas derrière, soit dans ces documents, parce que c'est une sélection que nous avons sorti ici, parce que pour les Malimba, le document de Malimba, si vous avez déjà tout retourné. Ça c'est Djebale, ils sont du coup. Non, Malimba, ça doit être quelque part ici. En tout cas, ça dit que vous pouvez avoir. Je dois revenir parce que je ne suis pas loin d'ici. Dans mon livre jaune, le livre jaune. Attendez. Oui, là où il y a les traités. Vous avez un résumé de toutes ces guerres. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, les traités camerounais de 1884 à 1900. Donc, quand vous irez dans ce qu'on appelle les traités de paix, là vous allez voir aussi le Malimba. Mais c'est trop, là, voir un Malimba c'est trop peu. On va seulement dire qu'il y a eu la guerre telle année, etc. Mais pour vraiment creuser, il faut aller donc dans les documents. Et là, il faut un chercheur qui va faire ce travail. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que l'histoire du Cameroun n'est pas encore écrite. Et il faut que les gens soient conscients de ça, que ce n'est pas encore écrit. On est dans les balbutiements de l'écriture historique. Et les raisons, je crois qu'on a compris pourquoi. De toute notre langue locale et spécialement de la langue anglaise qui, elle, était maîtrisée par les Camerounais avant l'arrivée des Allemands. Et puis avant les Allemands, c'est l'anglais qui était là. On a interdit l'usage de cette langue. Bon, bref, c'est pour bien manuscrit. Bon, vous pouvez retrouver ça très rapidement dans ce livre, mais ça ne va pas satisfaire votre fin parce que là, il faut aller, il faut procéder. Il y a des auteurs, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui peut venir, je peux l'encadrer pour l'aider à... Vous avez des enfants qui sont peut-être en master, ou bien qui sont en licence et qui veulent peut-être travailler sur leur région, envoyez-les-moi. On va voir comment faire, mais pour cette période, la langue allemande est incompréhensible. Et je vous dis les dangers qu'il y a là. Je vais vous donner un exemple. J'étais un jury de thèse un jour. J'étais un jury de thèse un jour. Et puis, l'étudiant écrit que King Bell avait demandé la nationalité allemande. Dans tout ce que j'ai vu ça nulle part. Alors, quand on dit quelque chose, on cite la source. Je suis allé voir la source. J'ai vu que, quand j'ai lu en allemand, Kimbell demandait que ses frais de séjour soient pris en charge par le gouvernement allemand. Mais celui qui a traduit que Kimbell voulait la nationalité allemande. Vous voyez les problèmes que ça pose au niveau de la langue. Parce que là, maintenant, l'interprétation qui s'ensuit est complètement autre. Parce que je lui ai dit, non, ce document, je le connais. Ce que tu dis là, c'est fou. Et c'est là qu'on a dit que lui-même, ne maîtrisant pas l'allemand, il a donné le texte à un germaniste pour que le germaniste lui traduise le texte. Et voilà, c'était ça le texte. Merci, on va prendre une prochaine question, mais une petite précision avant. Le temps que nous finissions la série de questions, les journalistes pourront donc venir poser les questions pour les médias. On a encore 12 minutes pour les questions. Je vais prendre cette question. Oui, pour ça, moi je suis Madame avant de vous poser ma question à proprement parler, je vais essayer de m'éclaircir la vision, moi-même, et partant peut-être aux autres. Le travail que vous avez fait, qui est un travail très très louable, un travail épique à la limite, sera questionné. La première question, est-ce un travail de la restitution de la vérité? Oui. Est-ce un travail bon? Oui, il est bon. Est-ce un travail utile? Oui, il est utile. La grande question est, devant l'abattardissement de notre conscience contre laquelle vous vous insurgez, et
quantité d'efforts que vous avez fourni pour maintenir le petit ray de lumière qui nous reste là. Êtes-vous disposé, en dépit de toutes les frustrations, à continuer la bataille jusqu'à passer le relais? Voilà ma question. Merci. Est-ce que vous êtes disposé à continuer la bataille jusqu'à passer le relais, en dépit de toutes les frustrations que vous vivez, en l'occurrence celle qui a fait l'école de la dame, comment vous appelez encore, la demande d'AMA, bon voilà, qui a été voilà, je vous remercie. Bon, moi, je pense que ce que je fais ici, c'est pour passer le relais. Déjà, vous venez, vous voyez que, bon, à part qu'il n'y a pas la climatisation encore ici, vous avez ce qu'il faut pour travailler scientifiquement, il y a cette bibliothèque. Et je vous assure que les gens viennent du monde entier pour travailler ici. Parce qu'ils n'ont pas cette concentration de ce genre d'ouvrages, de documents. C'est pas que ces documents n'existent pas en Europe, aux États-Unis, mais cette concentration-là, c'est pour ça qu'ils prennent l'avion pour venir travailler ici. Bon, les Camerounais, pendant longtemps, ne venaient pas. Bon, mais, voici le relais. On passe le relais quand on fait une école. Et vous êtes ici dans une école doctorale, héritage et innovation. Parce qu'on met tout ça à leur disposition pour que ceux qui ne pouvaient pas apprendre à l'université, qu'ils aient ça et qu'ils intègrent ça dans leurs travaux scientifiques. Et je crois que passer le relais. Votre détermination, c'est ça? Mais c'est pour ça que je suis encore devant vous. Merci. Est-ce que moi je vais abandonner ça comment? Je vais abandonner ça comment? Parce que je sais que nos peuples ne sont pas encore assez. Quand on vous donne un poste, vous avez d'autres préoccupations. Vous n'avez pas cette préoccupation de sauvegarder la mémoire collective de votre pays. Bon, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce travail que nous faisons là, avec les vieux, c'est avec une institution allemande. J'ai dit d'abord les gens de Vienne, mais le gros, c'est la guerre d'Einkelstiftung. Une institution allemande qui nous aide au niveau financier pour faire tout ce travail-là et mettre à la disposition des Camerounais. Et on a signé un protocole d'accord que tout ce qu'on a enregistré là, tout ce qu'on fait là, ça reste propriété du Cameroun. Et qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de droit sur tout ce qu'ils ont enregistré. On a signé un protocole d'accord. Bon, en gros, c'est-à-dire que la mémoire collective, parce que vous n'avez pas de mémoire, vous allez où? C'est-à-dire que là, vous faites n'importe quoi. Il faut que vous ayez la mémoire. Donc, moi, je suis professeur, mais je suis né prince. Je suis le prince de Bel-Bel, je suis le petit-fils de notre président. J'ai un devoir majeur de donner à notre peuple l'essentiel de lui-même. Maintenant que je suis professeur d'université aussi, je vois donc au niveau technique et scientifique comment je peux mettre ces instruments, parce que ce sont des instruments de libération. Comment je peux mettre ces instruments de libération à la disposition de notre peuple? Moi, je vous demande comment est-ce que mon grand-père a pu comprendre ce qui arrivait pendant que les autres ne comprenaient pas. Bon, j'en sais rien. Mais quand j'ai lu Karine au niveau, parce que c'est Karine dans les 6 volumes, nous l'avons montré 3 volumes, et il y a encore 6 3 qui restent. Mais c'est elle finalement qui nous apporte l'explication de ce qu'on m'a que moi-même, je ne l'ai pas vu, j'ai seulement entendu parler, mais c'est grâce à cet Allemand et à tout ce que j'ai ici que j'ai découvert. Donc, moi je pense que il n'est même pas question d'abandonner. Merci. Alors, nous allons encore prendre 3 questions maximum. Il nous reste moins de 10 minutes. Et je sais, je vais commencer par le parti. Merci. Mon Aubert. Mon village est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il y a en train de mourir? Mon village. Mais il a revu ici, Djebale. Pouvez-nous parler un peu en détail de ce qui reste de Djebale? Parce que Djebale, on n'entend que le jour du Gondo. Beaucoup ici ne savent même pas où il se trouve ce village.
Mais c'est le jour du Ngondo que on voit, on entend Djibale. Et je suis très content que le village a retrouvé une vie dans le village. C'est de nous dire un mot sur Djibale. Ce contrat, vous voyez ce contrat, on dit ici, we the undersigned chiefs of Djibale and Soroko under King Bell's jurisdiction declare, etc. Les chefs de Djibale disent ici clairement qu'ils sont sous la juridiction de King Bell. C'est pour ça que Djibale, jusqu'aujourd'hui, elle dit que ce sont dans les belles, même si d'origine, vous connaissez l'histoire, ouais, n'est-ce pas, Malobé, etc. Mais vous voyez ici, on the King Bell's jurisdiction. Je peux seulement dire un mot, mais c'est que vous savez aussi. Le Ngondo, puisque c'est pas le Ngondo que les profondeurs des belles, puisqu'il y a une répartition de compétences et de tâches. Les profondeurs des belles, ce sont les Djibale. C'est pour cela que au Ngondo, personne d'autre ne peut descendre dans l'eau s'il n'est pas un bel de Djibale. C'est que même les belles, on peut Kalo ne peut pas descendre dans l'eau. C'est l'île. Quand vous êtes sur le pont du si vous venez de Bonabéry, c'est à gauche. Si vous venez de l'autre côté, c'est à droite. C'est très beau. Et je me rappelle que quand j'ai amené des amis allemands et autrichiens à Djibale, quand ils sont rentrés, pendant 3 mois, il m'appelait presque chaque semaine pour dire mais où est donc le projet pour Djibale? Le professeur dit que c'est à 5 minutes, hein, 10 minutes de croisière, hein, sur une petite barque là, 5-10 minutes. Je leur ai souvent dit mais les choses sont trop compliquées ici. Vous connaissez l'histoire de la chefferie, etc. Je leur ai dit pardon, laissez cette histoire-là. Je m'appelle Tango Bertin, je suis camerounais. Apparemment, vous refusez le traité germano-douala. Il n'existe pas. Voilà. Je ne le refuse pas. Il n'a jamais existé. Mais vous connaissez plutôt le traité germano-cameroun. C'est ça qui est écrit là. Je suis d'accord avec vous. Dans votre propos liminaire, j'ai cru comprendre que à la signature du traité, c'est Douala qui s'appelait Cameroun. Cameroun. Douala. Cameroun Town. Oui, Cameroun Town. Bon, vous voulez savoir à partir de quelle date? 1901. Non, je dis à partir de quelle date notre pays s'appelle Cameroun? 1884 à la conférence de Berlin. Non, je dis notre pays, comme apparemment, je sais qu'on a beaucoup de pays, les Français, le pays en tant que Cameroun du nord au sud, c'est implémenté à partir de quand? C'est dit Cameroun à partir de quand? À partir de la conférence de Berlin en 1884-1885, quand les Européens se sont assis autour d'une table pour dire bon, toi, ça t'appartient, toi, ça t'appartient. Et c'est là où les Allemands sont donc venus avec ces traités-ci qu'ils avaient signés. Ils sont venus avec ces traités sur la table de la conférence de Berlin pour dire que nous avons déjà signé avec les gens de là-bas, non, c'est à nous. Et le principe de la conférence de Berlin, c'était que si une puissance européenne arrive à la côte quelque part, tout le hinterland lui appartient. Un peu avec le produit, moi je sais. Moi je voulais poser cette question-là pour comprendre une problématique qui se pose au Cameroun actuellement avec le problème que nous en avons avec nos frères anglophones. Bon, donc, ce Cameroun-là a été toujours, disons, territorialisé par les Blancs. Donc, avant que
il n'y avait pas un vivre ensemble camerounais en tant que nous là. Ce qu'il y avait, j'ai dit ça, je crois, là, cette partie qu'on appelle Douala, parce qu'il y avait Douala, n'est-ce pas? Le Cameroun Town. Il y avait Cameroun Town de l'autre côté, mais ce côté du fleuve, c'était Hickory Town. Ce côté du fleuve, c'est-à-dire Bonabéry, c'était Hickory Town. Bon, le vivre ensemble, à l'époque, c'était, Douala a toujours été la porte de sortie et d'entrée du Cameroun. Il n'y avait pas deux, à cause du fleuve et de l'océan Atlantique. Puisque les bateaux, c'est là qu'ils venaient. Donc, il n'y avait pas que les Douala pur sang, pour ainsi dire, à Douala. Il y a toujours eu les autres. C'est pour ça que, quand il y a eu tous ces problèmes-là, vous avez des noms comme Mandexipé, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des gens, mais ils prenaient les noms de Douala. C'est pour ça que quand il fallait envoyer des messagers, par exemple, chez Douala, on envoyait des gens originaires de là-bas, même s'ils avaient des noms apparemment Douala. Donc, ce vivre ensemble-là, comme ville cosmopolite, ça a toujours existé, avant la colonisation. Ce que je ne vous ai pas dit, il y a un dossier là, Koumi. Ça, là. Vous saviez qu'il y avait une douane ici. Et voici les documents de la douane, avant la colonisation. Parce qu'on croit que même la douane, c'est une plante blanche. C'est faux. Vous avez les documents ici. C'est pour parler de ce vivre ensemble là. Parce que le commerce était très grand. Ils partaient de Douala à l'intérieur du pays et de l'intérieur du pays à Douala. Et vous savez, voici comment la douane était organisée. Et vous aviez ici 4 douanes, n'est-ce pas? Vous aviez la douane de Aqua, la douane de Ben, la douane de Lok-Puzo, c'est-à-dire Kumambapé, et la douane de Daïdo. Et on vous montre ici combien cette douane-là rapportait. C'est cette douane qui est restée la douane du Cameroun jusqu'aujourd'hui. On a seulement exproprié les rois. Et quand la douane d'Aqua de Lok-Puzo collectionnait, qu'est-ce qu'on faisait avec le douane Joya? Qu'est-ce que Joya faisait de sa douane? Je ne sais pas si cette douane l'a perçue ici à Douala, aller jusqu'à Mumbai. Non, il y avait, au fur et à mesure que vous traversiez les frontières, il y avait des douanes. Il faut aller au but. Oui. Moi, ce que je veux savoir vraiment, parce que le gouvernement d'aujourd'hui dénie une certaine culture à certains de nos frères. Et eux, ils parlent d'une culture camerounaise que je ne vois même pas. Parce qu'eux-mêmes, je vois qu'ils appliquent la culture d'une autre personne. Ils veulent assimiler certaines qui revendiquent aussi une culture. Donc je voulais savoir en clair s'il y avait eu avant un gouvernement, bon, quelqu'un qui représentait ce qu'on appelle le Cameroun d'aujourd'hui. Mais non, ce n'était pas possible. S'il vous plaît, le Cameroun, tel que nous le connaissons plus aujourd'hui, les frontières ont été tracées à la conférence de Berlin. Vous voyez ce livre-là, tout à fait en haut. Vous avez les actes de la conférence de Berlin, n'est-ce pas? Les actes de la conférence de Berlin de 1884-1987, avec tous les détails. Et c'est ici que toutes les frontières de l'Afrique, pas seulement du Cameroun, ont été tracées. Donc ce n'est pas des gens qui étaient nécessairement ensemble. C'est pour ça que même quand on parle de l'esclavage, même quand on... Non, il y avait plusieurs royaumes. Même l'Allemagne qui nous a colonisés. Même l'Allemagne qui nous a colonisés avant 1871. Même l'Allemagne n'était pas l'Allemagne, la grande Allemagne que nous connaissons. C'était aussi des petits royaumes que Bismarck a réussi à réunifier. Ok, merci bien. Alors, il y a encore beaucoup de questions, je comprends, mais avant de passer aux autres questions, on va laisser les journalistes venir poser leurs questions parce qu'ils font tout la l'antenne. Donc, tous les journalistes des médias, sur les radios, télévision, presse écrite, je vous prie de vous rapprocher de là où vous avez invité ici aujourd'hui pour ça. Nous, on a envie de savoir quel est le pan de la vérité que vous voulez restituer. Ben, le pan de la vérité, c'est d'abord que nous n'avons pas vraiment encore commencé à écrire l'histoire du Cameroun. À cause de plusieurs raisons, le blocage de la langue, le blocage de l'écriture allemande qui est parfois indéchiffrable. Et les historiens, n'est-ce pas, camerounais ne lisent pas l'allemand.
pour l'écrasante majorité. Et les germanistes camerounais ne font pas d'histoire. Alors, comment voulez-vous avoir la restitution de votre mémoire au niveau de la naissance du Cameroun? Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les documents que nous utilisons, les historiens utilisent, sont les documents que les Blancs ont laissés. Comment pouvez-vous écrire votre histoire en vous basant sur les documents que les autres ont écrits sur vous? Imaginez-vous que là, en France, on écrit l'histoire de la France à partir des documents que les Chinois ont écrits sur la France. Quelle histoire de la France est qui va en ressortir? Or, chez les Camerounais et les Africains, c'est normal qu'on utilise des documents des Français, des Anglais, pour écrire l'histoire du Cameroun. Il faut donc aller beaucoup plus loin et interroger les Camerounais pour qu'ils disent leur part de vérité sur l'histoire du Cameroun. Et comme nous avons mis un projet en place en 1981, le résultat c'est qu'avec les 176 vidéos que nous avons pu interroger entre 1981 et 1986, c'est toute une autre vérité qui sort sur l'histoire du Cameroun. Alors voilà donc, disons, l'expérience et la quintessence, c'est que si aujourd'hui en 2017, vous voulez parler de l'histoire du Cameroun, s'il vous plaît, n'écrivez pas de l'histoire du Cameroun parce que vous voulez démontrer telle ou telle chose. Allez d'abord aux sources, interrogez les sources, et qu'on le veuille ou pas, si c'est cette partie de la naissance du Cameroun, la langue allemande est incontournable. Et les langues camerounaises sont incontournables. Donc si vous ne parlez même pas votre propre langue, comment voulez-vous pouvoir écrire l'histoire de votre langue? Vous mentez. Si vous ne parlez pas allemand pour cette première phase de l'histoire du Cameroun, et que vous êtes seulement bilingue, francophone, anglophone, vous n'allez nulle part. Vous allez écrire, s'il vous plaît, excusez-moi le terme, des bêtises et des incohérences. Alors, pour ce moment, c'est le 12 juin. Remettez-vous en cause ce qu'on nous a appris à l'école à propos du 12 juin 1884. Mais on vous a appris qu'on vous a mis en esclavage. On vous dit seulement que vous avez signé un traité avec les Blancs. Comme si signer un traité avec les Blancs, c'est la libération. Encore une fois, le 14 juillet en France, c'est un jour de gloire où les Français ont libéré la Bastille. Vous, vous êtes avec le traité, pas seulement du 12 juillet, encore une fois, je vous ai montré que vous aviez le traité du 11 juillet, chez les Daido, chez les Bimbia, etc. Et que le traité du 12, ce traité-là qui est pratiquement le même, parce que c'est Bismarck qui avait décidé que c'est comme ça que ces traités doivent être utilisés. Maintenant, on vous met en esclavage et vous allez faire la fête. C'est terrible. Ça veut dire que vous ne savez même pas ce qu'il y a dans ce traité. Parce qu'il n'y a pas eu que ce traité. Après ce traité, il y a les négociations entre Allemands, entre commerçants allemands et gouvernement allemand. Avant même de faire ce qu'on appelle maintenant la proclamation. Vous ne connaissez pas tous ces documents. Donc vous dites, ah, c'est mon grand-père, hein, il a signé avec les Blancs. Donc c'est glorieux ça, si vous ne savez même pas que c'est ça qui vous a mis en esclavage jusqu'aujourd'hui. Et je vous ai donné un exemple très important tout à l'heure. Que quand les Blancs sont venus ici, ils ont trouvé une unité monétaire qu'on appelle le krou, K-R-O-O. Et qu'un krou du Cameroun valait 20 Reichsmark. C'est comme si vous dites aujourd'hui que votre CFA des colonies françaises vaut 20 euros. Qu'un CFA vaut 20 euros. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà entendu ça? Oh, votre monnaie, le krou, valait un krou. Je vous ai montré les documents tout à l'heure. Un krou 20 marques allemands. Maintenant, on vous casse ça. On vous enlève votre krou. On vous enlève votre monnaie. On dévalue d'abord et on enlève complètement et on vous met la monnaie de quelqu'un d'autre qui dicte maintenant sa loi. Professeur, restons dans l'histoire. Vous nous avez convoqué pour parler de Dicam pour nous rappeler. Et vous contestez les termes tels que signataire plénipotentiaire. Est-ce que ça revoit très exactement? Comment vous pouvez être signataire plénipotentiaire? Je vous ai montré le traité signé par les Daido. King Dido, Jim et quoi. Je vous ai montré le traité signé par Bimbia le 11 juillet, avant le 12. Et puis je vous ai montré le traité du 12, le fameux traité du 12 juillet, où Aqua et King Bell ont signé conjointement, l'un à droite, l'un à gauche. Il n'y avait pas que tel et tel témoin de l'autre. Vous avez vu, je vous ai montré les documents originaux. Donc il faut arrêter de falsifier l'histoire. Et là je dis ça en tant que professeur de rang magistral des universités. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut aller dans les documents.
je vous ai montré le document de Burch, n'est-ce pas, de 1957, qui a commencé à mettre cette erreur que Bell était témoin de Aqua. C'est une erreur qui a été faite, mais qui est dépassée par l'écriture et la recherche historique depuis longtemps. Et là, je suis heureux que vous avez vu vous-même les documents et vous avez vu que nulle part il y a le terme Zeuge allemand, c'est-à-dire Zeuge, c'est-à-dire témoin. Nulle part. Alors il faut que les Camerounais, s'ils veulent parler de l'histoire de leur pays, qu'ils aillent d'abord dans les sources. In English. Mende muna douala, na toko pende douala, qui pende o douala, mioba isemba mieux na douala. Merci mon. Nein, was ich auch sagen wollte. Diese Zeit, 1884, das ist die deutsche Zeit. Und wenn Sie kein Deutsch können, dann können Sie einfach aufgeben. Sie können nicht sagen, dass Sie diese Geschichte schreiben wollen mit Englisch und mit Französisch. What I'm saying is that it is not possible to write Cameroonian history if you only can speak English or French. That is quite impossible. Because the documents from 1884 to 1919 are in the German language. And the documents before that or during that time are in Cameroonian language. But if you don't speak your own language, how do you want to know your history? You want to write your history based on the documentation of the foreigners who have written on you, and that's all, and you think that is your history? That's a lie. So what I have to say is that Cameroonians, wake up. That's not the right way. The right way is not English and French alone. You have to master, first of all, your own language, because the 176 very old men we have interviewed, they have spoken the Cameroonian languages. So if you are a Bakwerian, you don't understand that Bakwerian, how do you want to have access to your history? That's not possible. In English or in French, that's not possible. That's what I can tell you. Can you imagine that in France, they are writing the history of France based on documents coming from China? You cannot imagine that, but that's so clear for you. You are Cameroonian, so you do it in English and in French. You are lying yourself. That's what I can tell you. Thank you very much. J'ai terminé, j'ai déposé, donc j'attends en histoire politique et relations internationales. Donc j'ai travaillé sur le thème, c'est le Ngouane, la fête des Bamou et la légitimation du pouvoir en pays Bamou. Trajectoire historique et adaptation d'une institution. Donc la chronologie c'est 1902, l'entrée des Allemands dans le combat. 1902, c'est le 6 juillet 1902, c'est l'année où les Allemands sont entrés dans Fumba la première fois. Et puis je me suis arrêtée en 2000. Donc par rapport à votre question qui disait que Joya était aussi collaborateur de Joya ou bien ceux qui ont suivi le projet de Douala à cette époque. Parce que Joya, quand les Blancs sont arrivés dans le pays, Joya dit non. Mais là, moi, je vais analyser le dessin. Il voulait conserver son pouvoir et aussi était au courant de ce qui se passait à Bafout, par exemple. Il a dit que si les armes sortent ils vont m'écraser. Si tu dis la même chose, les Allemands sont occupés. Et toi, tu es occupé. Comment pourrais-je... Moi, je me dis que... Et aussi... Celui qui fait 3, 1, ou après 5 ans,